Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin sur cet atelier. On sait qu'il y a beaucoup d'ateliers en même temps. Donc merci d'avoir choisi celui-ci, on espère que vous ne serez pas déçus. Moi je suis Simon Leprat, donc directeur commercial pour NetMedia Group. Et bonjour à tous. Contrairement à ce qui a marqué sur mon badge, je ne suis pas Jean-Sébastien Rocheteau, mais je suis Jonathan Bernard, directeur conseil donc chez WeFactory & Co, l'agence marketing communication du groupe NetMedia. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en deux mots, donc NetMedia Group, vous avez l'ensemble de nos médias qui apparaissent à l'écran. Donc, nous, on est bien entendu B2B sur des fonctions en entreprise, marketing, e-commerce, chef d'entreprise, achat, DAF, relations clients, etc., IT notamment. Et finalement, notre mission au sein de NetMedia, elle est double. On a deux clients, on a nos lecteurs, qui sont nos plus gros clients, qui sont des décideurs en entreprise, qui ont des problématiques, qui ont des besoins au quotidien dans leur business. Et puis de l'autre côté, on a les prestataires de services qui, eux, ont des solutions à apporter à ces décideurs en entreprise. Et finalement, notre mission en tant que média, c'est de mettre en relation les décideurs qui ont des besoins et les prestataires qui ont des solutions. Et comment dire, associé en fait à l'ensemble de nos marques médias, nous avons un certain nombre d'agences, à la fois une agence de performance, on a un institut de formation, et donc nous avons aussi une agence de marketing communication B2B qui s'appelle WeFactory & Co, dont l'ambition en fait est d'imaginer et de mettre en œuvre des concepts innovants, que ce soit en termes de branding, de mécanique ou même de naming, pour pouvoir toujours apporter des éléments complémentaires pour maximiser en fait les indicateurs de performance qu'on réalise pour nos clients. Alors, ce dont on voudrait vous parler aujourd'hui, c'est des grandes tendances qu'à la fois du marché de la communication B2B, qu'à la fois on observe dans les demandes de nos clients, mais qu'à la fois en fait, qui sont le résultat aussi de nos travaux prospectifs. Et donc on va vous parler dans un premier temps du podcast. Alors effectivement, le podcast, c'est un vrai sujet B2B. On dit souvent que le B2B suit les grandes tendances observées en B2C. Donc le podcast en B2C est clairement en plein développement et le podcast en B2B arrive très fortement. Donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment de se positionner. Donc le contexte, vous le connaissez tous. Les Français écoutent de plus en plus de podcasts. C'est vraiment un mode de consommation média qui s'est développé ces dernières années, en complément de la radio, en complément d'autres médias traditionnels. Donc la tendance, elle est là, elle est installée et elle arrive, elle se développe sur le B2B. Globalement, alors c'est toujours difficile en 2 minutes de parler du podcast, mais bien sûr, il faut choisir la thématique avec soin, il faut faire en sorte que les intervenants, que ce soit vos clients ou vos prospects, puissent également porter la mise en avant de votre podcast. Et bien entendu, il faut choisir le bon format. Qu'est-ce que je veux dire sur mon podcast? À qui je veux m'adresser? Est-ce que je vais faire un débat? Est-ce qu'il va y avoir des questions? Est-ce qu'il va y avoir un moment pour parler d'éventuels projets? Donc cette phase en amont, elle est indispensable. Et puis bien entendu, l'effort du podcast, on revient un petit peu dessus, mais ça permet déjà d'avoir un nouveau canal. C'est toujours important parce qu'on est sur une audience de plus en plus fragmentée. Donc il faut aller chercher là où le lecteur se trouve et ses habitudes de consommation média. Ça renforce la notoriété, ça fidélise les internautes également, enfin vos futurs clients, et puis ça augmente leur captivité. Deuxième chose dont on voulait vous parler, c'est le besoin d'événements. Alors, il y a quand même une notion de contexte qui est extrêmement importante, parce que globalement, on est passé sur une logique traditionnelle du désir d'événements à, justement, après cette situation sanitaire qu'on vit encore, dont on n'est pas encore tout à fait sorti. Tous les échanges en fait avec nos clients nous montrent bien qu'on est dans un besoin d'événements, dans un besoin de pouvoir rencontrer physiquement, échanger. Voilà. Après donc un certain nombre d'études qu'on a pu faire auprès d'un panel de 500 cadres, voilà, ce qu'on remarque en fait, c'est qu'il y a 3 choses qu'on distingue. C'est le besoin en présentiel pour le networking, les workshops et la présentation de solutions. Et tout ça est devenu très vivace. La preuve, aujourd'hui, on est beaucoup dans cette salle pour pouvoir se rencontrer et pouvoir échanger. Alors, quelques clés, en fait. C'est les clés, en fait, dans cette période-là, mais d'une manière générale également pour pouvoir réaliser un bon événement. D'abord, bien définir un concept et un format.
Voilà, il y a un certain nombre d'objectifs à placer. On ne fait pas un événement pour un événement, on place des objectifs pour répondre aux attentes et habitudes des cibles, celles qu'on veut conquérir, celles qu'on veut convaincre, ou même celles dont on veut exister dans les esprits. Ensuite, deuxième élément, la construction du concept graphique de l'événement. Ça peut paraître, comment dire, étonnant, mais on se rend bien compte en fait qu'avec un concept graphique impactant, travaillé, on crée beaucoup plus une dynamique en fait d'engagement et d'inscription beaucoup plus importante. Et on peut aussi se laisser, comment dire, la possibilité, à travers cette construction du concept graphique de l'événement, de pouvoir pérenniser l'événement et finalement de pouvoir presque créer une marque événementielle récurrente, attendue par les cibles en fait, de cet événement. Les speakers, extrêmement importants également, il faut qu'ils puissent incarner la narration de l'événement en tant que tel, à la fois le préparer de manière à ce que l'ensemble des intervenants puissent vraiment savoir ce qu'ils ont à dire au moment où ils doivent le dire. Je m'entends, hein, ce n'est pas une caporalisation de la parole qui est souhaitée, c'est au contraire des éléments de structure qui vont permettre à chacun de libérer les échanges et de libérer la parole à l'occasion de l'événement. Soigner la mécanique de recrutement et pouvoir trouver les canaux qui font un écho significatif. Voilà, il y a l'approche directe, il y a la médiatisation à travers, comment dire, sur des marques médias, il y a une multitude de canaux. Le tout n'est pas forcément de tous les solliciter, mais de trouver bien et d'identifier bien ceux dont vos cibles vont pouvoir se sentir proches et vont pouvoir être réceptifs. Voilà. Et puis, si dans le cadre notamment des webinars ou des événements hybrides, dont on nous a beaucoup demandé la réalisation pendant la période précédente, qui continue d'ailleurs, on a, comment dire, quand on a la possibilité de faire un replay, eh ben, il ne faut pas se passer en fait, de cette possibilité-là, parce que ça permet de générer de la détection d'intérêt à l'issue du jour J de l'événement. Les trois forces de l'événement en fait, comme synthèse. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir fédérer vos équipes autour d'un projet différents objectifs, des objectifs qui sont placés en amont, de mobiliser donc vos investisseurs et également vos partenaires, car c'est aussi très intéressant. Il y a beaucoup de partenaires potentiels qui sont susceptibles de pouvoir financer et de contribuer donc à la richesse de cet événement. Et puis ça a aussi un autre atout, c'est de pouvoir fidéliser vos clients et vous pouvoir permettre aussi d'en acquérir naturellement de nouveaux. Et maintenant, on va parler un peu de besoins de performance. Alors oui, effectivement, sur chaque demande qu'on a aujourd'hui, le maître mot, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter, quel va être le ROI que je vais avoir, quel nombre de leads également. Alors nous, la première chose qu'on dit, c'est qu'effectivement, quel KPI choisir en fonction de quelles actions, quel objectif, ça c'est vraiment important. Alors l'objectif classique, c'est de dire je veux du lead, je veux des opportunités, je veux des projets. D'accord, mais il n'y a pas que ça. En fonction de ce que vous allez mettre en place comme stratégie de contenu, ne cherchez pas uniquement ce KPI-là qui peut être clairement biaisé. La première chose, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les canaux de diffusion se multiplient. Avant, c'était assez simple. On avait des grands médias traditionnels, alors que ce soit en B2C ou B2B. On avait des grands portails, ce qu'on appelle. Et puis finalement, si je voulais avoir l'information du jour, il fallait qu'à 20h, je sois devant TF1 pour avoir l'information. Aujourd'hui, on le voit notamment sur les nouvelles générations, finalement, qui ne regardent plus la télé, qui n'écoutent plus la radio pour certaines. Donc ça dépend des tranches d'âge, ça dépend des habitudes. Et finalement, vos clients, en B2B, c'est la même chose. Vos clients consomment l'information différemment. C'est vraiment un point important. Donc, multipliez vos canaux de diffusion et surtout identifiez là où vous allez pouvoir avoir le plus d'impact. Toutes vos actions de communication doivent être mesurables. Ça, c'est vraiment important. Et on reviendra sur les différents KPI. Et puis, donc, quel KPI choisir? Donc, effectivement, il y a bien sûr le nombre de leads. C'est vraiment la grosse tendance. On dit, oui, super, on va faire du lead. Mais il n'y a pas que ça. Sur les podcasts, on va pouvoir s'engager, en tout cas chez NetMedia, sur le nombre d'écoutes, parce que souvent on a des partenaires qui mettent beaucoup d'investissement en temps et en argent sur la création d'un podcast, et puis finalement quand ils commencent à diffuser, ils se rendent compte qu'ils ont 12 écoutes, ils ne savent pas qui c'est, et donc il y a toujours un côté un peu déceptif. Donc c'est un KPI qui est indispensable, ne vous lancez pas là-dedans sans avoir des garanties d'écoute. Le nombre de vues, ça c'est sur les articles que vous allez pouvoir publier sur votre blog ou sur des sites partenaires, c'est hyper important. Le nombre d'impressions, le taux de clic, bien sûr. Alors,
plus que le nombre, c'est le taux. Et puis, le nombre de vues, oui, sur les vidéos aussi. Bien sûr, quand on fait des vidéos et qu'on a 30 vues, c'est toujours un peu déceptif également. Donc là, il y a toujours des mécaniques pour se dire quel nombre de vues que je peux avoir. Et puis, bien sûr, le nombre de leads. Alors, je termine quand même là-dessus, parce que c'est un point toujours très stratégique pour vous. Et donc, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même différents types de leads. Lead froid, lead chaud, les leads avec un livre blanc ou un webinar. On a des rendez-vous, donc là, on est sur des leads un petit peu plus qualifiés. Et puis après, il y a des leads projets, des leads ventes. Donc ça, et puis bien entendu, en fonction du type de lead que vous allez avoir, vous allez pas, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même objectif derrière. D'un côté, ça va rentrer dans la base pour faire du marketing automation pour nurturer. De l'autre, ça va être vraiment pour envoyer sur vos top sales. Selon les organisations. Donc voilà, donc, en tout état de cause, à chaque fois que vous lancez une opération de contenu, pensez au KPI que vous souhaitez, quel est votre objectif, et puis demandez soit à vos équipes ou soit aux partenaires avec lesquels vous travaillez, quels sont les KPI que vous allez attendre, comme ça il y aura moins de ce côté qui peut des fois être un peu déceptif. On ne vous apprendra rien en vous disant que tout le monde a besoin de contenu, que tout le monde a besoin de prise de parole. Pour autant, ce qu'on remarque aussi dans les échanges qu'on a avec nos clients et aussi dans la manière dont et on pousse d'ailleurs cette vision-là, c'est qu'il y a une prise de hauteur, on dit un désir de prise de hauteur par rapport à la réalisation des contenus. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'inclure les contenus dans une représentation stratégique, d'en faire un objet stratégique à travers un certain nombre de questionnements qu'on peut se poser autour de la création de contenu. Première question, vraiment, quand on décide de créer du contenu, il faut véritablement pouvoir identifier ses cibles de manière extrêmement précise. On ne s'adresse pas à un DSI comme on s'adresse à un DAF, par exemple. Donc pour ça, l'important, c'est d'avoir une vision des secteurs d'activité de cette cible, d'identifier son dimensionnement et de pouvoir donc, poser la fiche signalétique, la fiche d'identité de cette cible très précise. Et rien que ce travail-là permet, en tout cas dans les prises de parole et dans les angles souhaités, de pouvoir exclure un certain nombre d'accroches et d'angles et pour le meilleur de l'efficacité de ce contenu. Deuxième type de questionnement à se faire. Quelles sont les problématiques? Et ça, en fait, pour pouvoir bien poser les problématiques, un audit sémantique est important, à minima, une mise un placement en fait, du client dans son univers concurrentiel qui permet aussi d'enrichir la persona, voire même d'aller confirmer ce travail préalable par des dispositifs d'études de type étude Cali ou focus group. Quel canal également, voilà, et toutes ces questions en fait sont interconnectées les unes les autres. Est-ce qu'on va utiliser ce contenu sur un site internet? Est-ce qu'on va l'envoyer, on va pouvoir le diffuser à travers une newsletter? Est-ce qu'on va utiliser le fil organique de ces réseaux sociaux? Est-ce qu'on va procéder à des posts sponsorisés, donc avec du paid? Est-ce qu'on va amplifier ce contenu d'une manière ou d'une autre en adjoignant sa prise de position par une marque média pertinente pour vos cibles? Ce sont des questions à se poser. Et chaque fois qu'on répond à cette question, on réduit l'étendue des possibles des contenus. Et donc, on avance un peu plus vers le contenu le plus pertinent pour sa cible. Ensuite, quelle typologie de contenu? Est-ce que tel contenu va avoir une dimension à notoriété, extrêmement important pour pouvoir générer de la performance en bout de dispositif? Est-ce que ça va être un contenu à dimension démonstration d'expertise? Ou bien est-ce que ça va être un contenu à même en fait, d'aller chercher directement l'intérêt de l'internaute, de transformer l'internaute cible en membre actif de votre communauté de manière à générer de l'intérêt et donc éventuellement générer du lead? Dernière typologie de questions assez connectée à ce que disait Simon tout à l'heure, les différents KPIs. Et comment est-ce qu'on suit ça? Est-ce qu'on fait un bilan mensuel? Et sur ce bilan mensuel, est-ce que c'est un bilan hebdomadaire? Est-ce que c'est sur les pages vues, les vidéos, les vues, les écoutes, les taux de clics, les leads générés? De manière à pouvoir faire évoluer en cours de campagne en fait, peut-être les dispositifs de médiatisation, voire même de pouvoir, rectifier les angles des contenus de manière à pouvoir toujours être en phase avec les attentes de vos cibles. Quelques petits exemples un peu concrets.
Oui, alors le premier exemple, c'est Paperscope qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant sur les marketing. On a gagné le Grand Prix de la Presse Pro également cette année, là, il y a quelques semaines. Et finalement, je vais essayer de pas tout lire, mais globalement, l'enjeu principal c'est la post-solution business, c'était de mettre en avant les atouts du média courrier qui est beaucoup chamboulé par le développement des canaux digitaux notamment. Et donc finalement, c'était remettre la place du média courrier et l'impact du média courrier dans les stratégies de marketing et de communication. Donc finalement, on rejoint un petit peu ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on le met en avant. C'est que finalement, on a proposé différentes typologies de contenu. Il y en a certains qui ont été plus poussés sur les réseaux sociaux, d'autres plus sur la newsletter, d'autres plus sur le site internet en termes de visibilité. Tous les mois, il y avait un comité éditorial qui était mis en place. Donc on était sur un dispositif de 10 mois. Donc il fallait absolument réagir assez rapidement aux performances de chaque article. Se dire, des fois, on a des convictions et c'est bien de les avoir avec des KPI. Ça nous permet d'être sûr du chemin qu'on prend ou finalement de remettre en doute nos convictions. La cible, bien sûr, c'était sur les marketing. Donc on est sur une cible de CMO, des entreprises de plus de 200 salariés. Et puis, effectivement, ce qui était intéressant, en tout cas, c'est ce que fait Eric Trousset, qui est notre commanditaire pour le coup, c'est que finalement, il a réussi à aller chercher des agences partenaires pour témoigner sur ce hub. Il a réussi à aller chercher des prospects. Il a réussi à faire témoigner des clients. Et donc, finalement, ça a eu un écho plus large qu'il avait pu imaginer dès le début. Sur la slide après, vous avez quelques résultats, parce qu'on a fait un hors-série, donc c'était vraiment un dispositif 360. Il y a eu de la vidéo, il y a eu un magazine qui a pu être téléchargé, donc générer des leads après sur le site internet digital. On a fait quasiment 100 000 pages vues. On a créé une newsletter dédiée pour recevoir l'article chaque semaine. On a 700 abonnés, plus de 2000. Enfin voilà, je ne vais pas tout dire. LinkedIn. Donc on avait pas mal de visibilité également sur LinkedIn. Donc voilà, donc c'était un beau use case. On a un use case d'ailleurs, si ça vous intéresse, un peu plus précis. Autre cas pratique en fait pour un de nos clients de l'IT, Splunk. Là l'idée en fait c'était en termes d'objectifs, c'était de répondre à la problématique suivante, c'était affirmer un nouveau positionnement plus moderne avec la sortie d'un branding complémentaire, pouvoir démontrer son expertise, créer et animer une communauté de directeurs mais aussi de fonctions particulières qui sont les DSI, les DevOps et les DevSecOps à travers un certain nombre d'actions de marketing communication. Donc nous, en fait, la réponse qu'on a proposée, en fonction de cette problématique-là, c'est de la création, solliciter en fait un format qui a le vent en poupe, et dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est tout simplement le podcast, avec la création d'une saison de 10 podcasts, chacun faisant entre 10 et 15 minutes. Tout ça, en fait, hébergé et valorisé à partir d'un espace dédié sur notre marque média Silicone. Voilà, ce sont des espaces qui sont co-brandés en fait entre le branding du client et le branding de la marque média Silicone, avec une diffusion, qui a été progressive sur la base d'un podcast par mois pendant 1 an, associé en fait à un article résumé. De manière à pouvoir, si on n'a pas forcément 20 minutes pour écouter le podcast, on peut aussi s'abreuver de l'essentiel de l'épisode en fait à travers un article. Et ça forme un duo assez gagnant en fait, podcast plus résumé rédigé. Avec une médiatisation qui a été qualifiée, on a réalisé un certain nombre d'insertions dans les newsletters, de Silicone qui a 26 000 abonnés. On a réalisé pas moins de 30 000 impressions à partir de Native Ads, et puis avec des habillages en rotation générale sur la base pareil de 24 000 impressions. Donc un dispositif d'exposition de ce contenu assez large. Quelques résultats. Plus de 2000 écoutes ciblées par épisode, plus de 10 500 pages vues en 6 mois sur le hub dédié en fait, de Splunk, qui contient également d'autres articles. Donc ça permet à partir de ce contenu d'aller chercher d'autres contenus sur la marque. 9000 visiteurs uniques et surtout le renouvellement en fait, pour l'année 2022 et 2023 d'une nouvelle saison de 10 podcasts. Voilà, vous avez quelques copies d'écran en fait, de ce à quoi ça ressemble. Voilà. Autre cas.
Et dernier cas, donc effectivement la femme du digital, donc ça c'est un événement assez dingue qu'on a lancé avec IEX puis Cofidis la deuxième année. Donc c'était dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. On a en fait la problématique de Cofidis, c'était de toucher sa liste ABM, donc qui est réduite. Hein, on n'est que sur des très grands comptes. Et finalement, c'est comment je peux adresser cette liste ABM la meilleure façon possible. Et donc on a créé un prix de femme du digital le jour de la Journée internationale des droits de la femme. On a sélectionné avec Cofidis donc 64 personnalités dans leur liste ABM que notre rédaction a approché pour qui a été validé bien sûr par la rédaction, qu'on a approché directement. Et donc finalement on arrive à 10 personnalités cœur de cible dans la liste ABM qui se retrouvent entre elles. On a un taux de no-show enfin cette année on est à 0%, donc les 10 étaient là. L'année dernière il y en avait 9 sur 10 parce que finalement les grands comptes appellent les grands comptes aussi, donc ça a bien marché. Et puis on a terminé par un événement très premium avec les 10 personnalités qui étaient réunies pour une soirée avec notre partenaire exclusif. Donc c'était assez intéressant. Et puis on a eu 2400 leads, 2400 votants. Donc c'est dingue. On a des retombées réseaux sociaux, LinkedIn qui sont également dingues. Finalement, on n'a quasiment pas eu besoin de médiatisation là-dessus parce que finalement les 10 personnalités ont elles-mêmes participé à l'appel au vote et donc ça a communiqué tout seul en fait. Et donc c'était assez intéressant. Et donc on va retourner, et donc l'évolution c'est qu'on va créer un club parce que c'est la 3e année, et donc on va créer un club et finalement chaque année ce club va s'enrichir de 10 nouvelles personnalités, et donc on est à 35 membres aujourd'hui. On va faire le premier after work la semaine prochaine, et donc c'est un dispositif qui a évolué aussi, c'était pas prévu au début et puis ça a tellement bien pris et les personnalités étaient tellement contentes de se retrouver entre elles que finalement on continue le dispositif. Voilà un petit peu pour ces 3 exemples. Merci à tous pour votre attention, on a été un tout petit peu trop long. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non ? Bon, en tout cas, merci de votre attention et j'espère que vous aurez été sensible à la singularité de notre approche et j'espère aussi que vous ne me dénoncerez pas auprès de l'organisation pour avoir usurpé l'identité de Jean-Sébastien Rocheteau. Merci.